Eh bien, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Je suis Thierry Alliot. Je vais vous accompagner dans ce premier webinaire 2023 du Club Digital, où nous allons parler de l'association entre le digital et la réduction de la consommation électrique. Pour cela, nous allons nous faire accompagner bien évidemment de l'ensemble des membres du Club Digital. Dans ce but, nous allons donc avoir parmi nous Damien Dehoul, Samy Fatine. Ah, ils arrivent. Voilà, merci à vous. Bonjour. Fanny Lamarque, Guillaume Blanc, Mario Fernandez et Charlotte Matelier. Bonsoir à tous. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Et j'ai commencé un petit peu vite. C'est pas très grave. Donc, on va commencer tout de suite par le cœur du sujet. Pourquoi est-ce important? Je pense que si vous êtes là déjà, vous avez une petite idée pourquoi c'est important, mais je vais laisser la parole à Fanny. Merci Thierry. Rebonsoir à tout le monde. Donc oui, le sujet, la digitalisation, un levier pour la consommation d'énergie. Donc comme vous le savez, nous entrons dans une ère qu'on peut nommer l'économie management à peu près. Celle-ci, elle inclut la gestion de la dépense énergétique, que ce soit pour les particuliers tout comme pour les professionnels. Je pense que vous l'avez remarqué, le prix de l'énergie augmente très fortement et donc la maîtrise de l'énergie est plus que nécessaire. Depuis 2020, on constate qu'on a un usage personnel et professionnel qui est beaucoup plus important sur l'usage de l'énergie en tant que telle, puisqu'on passe beaucoup plus de temps au travail qu'en période précédente, enfin surtout précédent le Covid. De ce fait, on a provoqué une demande très très forte et très particulière sur l'énergie. Notre but à tous, c'est à grande échelle, c'est de faire des économies et d'avoir une facture plus que raisonnable, on va dire, ou en tout cas optimale pour ce faire. On constate également une très forte augmentation du coût de l'énergie qui permet d'amortir les business cases très rapidement, ce qui est c'est assez marquant et je pense que c'est un sujet sur lequel on doit tous se porter. Tu peux passer la slide d'après, Thierry. Merci. Donc, on parle évidemment de sobriété, on parle d'empreinte carbone, on parle d'engagement environnemental. Enfin voilà, tous ces grands mots et tous ces sujets nous animent dans nos objectifs quotidiennement. Faut pas les mettre de côté et ça s'inscrit aussi bien dans l'ambition d'un monde plus vert au sein de notre vie personnelle, notre vie professionnelle, mais aussi bien dans l'image et l'appropriation ainsi que la fierté que l'on peut avoir en entreprise. Si l'entreprise dégage cet objectif dans son quotidien. Que dit la réglementation, pardon? On a le C2E, donc la certification d'économie d'énergie, qui est en vigueur depuis 2005 et qui incite les entreprises et les particuliers à réduire donc leur consommation d'énergie. On a le décret tertiaire que vous connaissez, je pense, à peu près tous. Et on a aussi la RSE, qui est une certification cette fois-ci plus volontaire des entreprises sur les enjeux de développement durable et aussi dans leur activité et dans leur interaction avec les parties prenantes. On a également une petite nouveauté, plus sur 2024, avec la nouvelle obligation européenne sur le CO2. On a une réforme qui peut être une réforme historique pour le climat et qui a été votée le 18 avril dernier par l'institution et qui a donné le feu vert pour la définition d'instaurer un mécanisme d'ajustement bas carbone aux frontières.
Si vous voulez un peu plus de détails, on est à 487 voix pour, 81 voix contre et 75 d'abstention. Donc le règlement établissant cet ajustement de bas carbone, c'est l'un des textes centraux du paquet qu'on appelle le Fit for 55, qui vise à réduire donc les émissions nettes de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport à un niveau qu'on avait dans les années 90. Ce paquet, il comprend à peu près 13 grandes mesures juridiquement contraignantes, faut se le dire, mais qui concernent notamment la mise en place d'une taxe bas carbone aux frontières, le renforcement du marché européen du carbone ou encore la fin de la vente des voitures thermiques pour 2035, si vous voulez tout savoir. Pour dire que toutes ces réglementations, tous ces décrets, ces lois ou ces normes, tout ça font qu'aujourd'hui, on est impacté, nous aussi les entreprises, et on se doit de réagir, on se doit d'être plutôt bienveillant dans cette démarche et on a aujourd'hui peut-être certaines choses, certaines méthodes ou certains outils pour nous accompagner et c'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà, merci Fanny. Donc, la question qui vient juste derrière, c'est est-ce que vous êtes concerné? Et pour ça, Damien, Merci Thierry, y bonsoir à répondre. tous. Tout d'abord, j'espère que tout le monde se sent concerné par les enjeux de réduction de la consommation énergétique, parce que c'est un enjeu qui touche un peu tout le monde, que ce soit propriétaire ou locataire. Et ça fait aussi écho avec ce dont Fanny vient de parler, notamment le décret tertiaire, qui indique, d'après l'arrêté du 10 avril 2020, qui a été mis à jour le 29 septembre 2021, que tous les propriétaires et preneurs, donc, dont je vous parlais, donc preneurs à bail évidemment, ayant dans leur périmètre un ou des bâtiments d'au moins 1000 m², sont concernés par cet arrêté. Donc, à l'exception donc, de plusieurs bâtiments, donc, il y a des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire. Donc, comme l'indique le nom, c'est parce que c'est par définition des constructions provisoires. Les bâtiments ou des parties de bâtiments destinés au culte, tels que les cathédrales ou les églises, où c'est toujours compliqué de toucher au patrimoine, notamment pour énergétiquement les renforcer. Et les bâtiments ou parties de bâtiments destinés donc, à la défense, sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire, donc tels que les casernes de pompiers ou commissariats, qui ne sont pas pris en compte. Alors ça, pareil, c'est vraiment, pour ma part, une inconnue. Pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Peut-être que ça sera fait dans le futur ou peut-être que c'est un fonctionnement différent, mais en tout cas, ce n'est pas pris en compte pour le décret tertiaire. Donc, maintenant qu'on a identifié en fait les personnes qui sont concernées par la réglementation nous indique aussi les objectifs à atteindre en prenant pour année de référence une année supérieure à celle de 2010. Donc, dans l'ordre chronologique, nous avons donc 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Donc, si on ne respecte pas toutes ces conditions, tous les critères en tout cas dont je viens de vous parler sur le décret tertiaire, il y aura des pénalités. Donc, si les entreprises ne respectent pas ces critères et ou ne communiquent pas ces informations, elles risquent une pénalité pouvant aller jusqu'à 7 500 € par bâtiment et par contrôle. Donc, à chaque fois qu'il y aura un nouveau contrôle, l'entreprise devra payer ce montant-là. Pour les personnes physiques, donc telles que les propriétaires qu'on peut avoir, l'amende s'élèvera plutôt à 1 500 €. Donc par contrôle à chaque fois et par bâtiment. Donc si vous avez plusieurs bâtiments que vous gérez, dites-vous que vous devrez payer ça à chaque contrôle. Tout à fait. Je vais prendre la suite et je rajouterai, Damien, qui a également l'obligation parfois qui peut être imposée d'avoir un affichage, le fameux name and shame, c'est-à-dire qu'en gros, non seulement vous payez l'amende, mais tout le monde sait que vous ne respectez pas la loi, ce qui est jamais terrible côté image. Exactement. Maintenant, voilà. La question, est-ce que ça se limite à isoler? C'est toujours l'éternelle question et on ne voit pas trop en quoi le digital apporte quelque chose pour l'instant. Eh ben, en fait, déjà, de base, il faut partir du principe que la calorie la moins chère, et aujourd'hui, le coût de la calorie est élevé, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc, clairement, l'isolation est toujours une bonne solution. Et je dirais, quelque part, plus l'énergie est chère, plus le ROI
sur des business cases pour isoler correctement un espace est pertinent. Maintenant, une fois qu'on a réglé la question de l'isolation, qui est parfois une question du propriétaire, etc., il y a de multiples cas, il faut aussi se poser la question du digital. Et là, on rentre dans toute une série de solutions qui existent aujourd'hui et qui sont en mesure d'apporter des gains parfois énormes sur la consommation d'un bâtiment. Par exemple, la GTB. Jusqu'à il y a très peu, il n'y avait pas l'obligation d'avoir une GTB dans tous les bâtiments. Je crois que c'est depuis seulement 1 an où même les anciens bâtiments doivent avoir une GTB. Alors que jusqu'à présent, c'était les bâtiments qui étaient refaits ou reconstruits ou construits. Avec la GTB, donc on gère techniquement le bâtiment, les températures, bref, l'ensemble des actions liées à la structure du bâtiment. On peut ensuite rajouter toute une série d'éléments, comme par exemple l'analyse des consommations électriques. C'est pas seulement de dire le bâtiment consomme tant, mais consomme à quelle heure, consomme de quelle manière, c'est quel élément qui consomme, est-ce que c'est un éclairage, est-ce que c'est un moteur électrique, etc. Et on peut aller très loin dans l'affinage de la recherche de la consommation pour trouver le ventilateur qui marche 24/24 alors qu'il devrait marcher seulement 1 heure par semaine, etc., etc. Donc on peut, avec ce type d'analyse de consommation, aller assez loin et faire finalement des gains assez importants. Le grand classique, par exemple, consistant à mettre des minuteries sur les systèmes de prise d'un espace tertiaire, ce qui fait que tous ceux qui n'éteignent pas leur PC, arrivés à, je sais pas, à 22 heures, boum, tous les PC s'éteignent et d'un coup, on se retrouve à faire une belle économie que les gens ne font pas d'eux-mêmes. Mais on peut aussi associer, par exemple, la mesure de présence. Pourquoi chauffer un espace quand il n'y a personne? On comprend bien que le week-end, on chauffe moins fort, mais peut-être qu'en semaine, avec le télétravail, on se retrouve avec personne au 4e étage. Donc, partant de là, pourquoi le chauffer et pourquoi pas le laisser en mode veille? On se retrouve avec des différentes solutions d'éclairage LED. Alors, c'est très bateau aujourd'hui de parler de faire du relamping et de mettre tout en LED. Ce qu'il est un peu moins, c'est déjà de l'associer ce relamping avec la mise en place de détecteurs pour s'assurer que même une LED mais allumée 24/24, c'est moins bien qu'une LED qui suit les présences des humains. Mettre des robinets thermostatiques et pourquoi pas piloter quand vous avez des radiateurs, ce qui vous permet de vous assurer que Madame Michu, qui est une obsédée du 26, de 26 degrés, s'entend, va pas pouvoir aller jusqu'à 26 parce que vous le pilotez à distance, etc., etc. Vous avez, en complément donc de la question de l'isolation, toute une série de solutions qui existent, qui elles sont principalement du digital, qui vont permettre par des capteurs, par des automatismes, par des contrôles qui sont donnés à l'environnement de travail ou aux propriétaires, la possibilité de vraiment aller vers une optimisation la plus fine de la consommation de cet espace de travail. Voilà. Hop. Maintenant, quelle solution existe? Et je laisse la parole à Guillaume. Merci Thierry. Et à Samy aussi. Et à Samy, pardon. Thierry a fait une super introduction déjà, donc on peut aller sur la slide suivante. C'est important de mettre en avant justement l'importance de la donnée aujourd'hui. La donnée, ça permet de mesurer et ça permet de prendre des actions. Donc c'est pour ça qu'on va vous présenter quelques logiciels et capteurs de mesure de la consommation électrique. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir cette plateforme qui va centraliser des données de consommation afin d'identifier les bâtiments et les équipements gourmands. Comme l'a dit Thierry, on peut vraiment rentrer dans le détail justement du site et identifier les postes les plus gourmands en énergie. Ça sera donc utile pour la déclaration et le suivi du décret tertiaire. C'est important de mettre en avant plusieurs sujets. Déjà, la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'environnement de travail parce que vous avez en tant que DET tous des situations différentes. Chaque bâtiment est différent, il n'y aura pas les mêmes contraintes, il n'y aura pas les mêmes solutions. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'une solution, mais vous montrer les solutions qui existent. Et en fonction des contraintes que vous avez, vous pourrez justement choisir celles qui vous intéressent et qui correspondent à vos attentes. Et tout à l'heure, Damien disait que ça concernait des entreprises qui avaient déjà 1000 mètres carrés. Donc, on comprend aussi qu'une PME n'aura pas la même solution et les mêmes moyens qu'une ETI ou une grande entreprise. Donc, pour faire un point sur les données, où est-ce qu'on peut les récupérer?
On a effectivement toutes les données qui sont patrimoniales, c'est-à-dire la typologie et la surface des bâtiments. On a des données d'activité, donc les horaires d'ouverture et de fréquentation. Et ça, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai avec le contexte post-Covid qu'on a eu et le télétravail, le travail hybride qui vraiment varie les usages de journée en journée, de semaine en semaine. On peut récupérer des données de concessionnaires de réseaux de distribution, d'exploitants de chauffage, d'équipements connectés. Donc là, j'en profite pour reprendre un peu la casquette tech, typiquement GTB pour une gestion technique du bâtiment. Les données de la GTB sont utiles justement pour optimiser sa conso, à condition de pouvoir les récupérer. Donc là, vous avez aussi ce sujet que tu rigoles, mais ce sujet qui est hyper important, c'est de se dire que dans les solutions que vous allez choisir, je pense qu'il y a un vrai sujet à creuser qui est de regarder si ces équipements disposent d'API. En fait, ça veut dire interface de programmation applicative. En fait, c'est une porte d'entrée. Est-ce que si demain, j'ai besoin de récupérer la donnée pour en faire un autre usage, l'intégrer dans une autre solution, j'en suis capable? Et donc, aujourd'hui, n'hésitez pas à challenger vos prestataires et les solutions pour choisir une solution, finalement, de futur qui laissera les portes ouvertes. Permets-moi juste de rajouter un petit point, Guillaume, c'est que parfois on est locataire dans un espace, que le GTB est visible par défaut du propriétaire ou de son multitech, et qu'en tant que locataire, un des points importants à mettre dans le bail, c'est de pouvoir accéder au moins en tant que visualisation sur les champs principaux de la GTB pour être en mesure de s'assurer, ne serait-ce que d'avoir une bonne gestion du bâtiment et donc, même si on ne le fait pas soi-même, que ceux qui sont en charge du site soient en mesure de faire ce travail d'optimisation permanente. Oui, je pense que tu as raison, Thierry. Alors, c'est un point qu'il faut effectivement penser à mettre dans son bail aujourd'hui. Bon, après, il y a aussi, si l'équipement est tout simplement déjà existant ou vieillissant, parce que parfois on est dans la situation non pas de devoir installer une nouvelle GTB qui dispose d'API modernes, mais il existe aujourd'hui aussi des différents prestataires qui proposent des boîtiers qui viennent s'interconnecter avec finalement les réseaux filaires et qui permettent d'aller prélever beaucoup plus d'informations qu'on peut croire, hein. Il ne faut pas non plus, et ça c'est un point qu'on n'a pas forcément encore mis en avant, mais c'est négliger l'apport que peuvent apporter les relevés et les factures des fournisseurs d'énergie. Parce qu'en réalité, il y a des solutions aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché, des solutions logicielles qui permettent de faire des analyses qui viennent croiser les données des factures, les données qui sont de télémétrie qui viennent soit via les API ou bien soit via des capteurs qui viennent scanner le courant et analyser les typologies d'équipements et leur consommation. Et en croisant ces informations-là, vont vous permettre également de faire des préconisations d'optimisation de contrats. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont tout à fait faciles à mettre en place. Tout à fait. Et on voit l'exemple avec quelques noms de solutions justement qu'on a listées pour vous donner quelques billes. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, avec des solutions, notamment de grosses startups qui ont fait des levées de fonds et qui utilisent aussi l'intelligence artificielle dans le but de la réduction énergétique. Ça devient aussi un sujet, une vraie priorité dans le monde de la tech. On va passer sur une solution de contournement, puisque comme je disais tout à l'heure, en fait, tout le monde n'est pas une ETI ou une entreprise et tout le monde n'a pas forcément de GTB, etc. Et une solution très pragmatique, ça va être de mesurer la température. Pourquoi? Parce que vous avez une source qu'on a trouvée sur le site de l'Agence de la transition écologique qui dit que diminuer d'1 degré la température de consigne de l'installation permet de réduire sa conso annuelle en chauffage de 5 à 10%. Donc, on voit là aussi que la donnée permet de prendre des actions et finalement, j'ai des retours d'expérience où je connais des directions d'environnement de travail qui tournaient dans les locaux avec des thermomètres pour prendre justement la température et savoir quelles actions il fallait faire. Finalement, c'était une perte de temps, il n'y a aucune traçabilité. Et on voit qu'avec des solutions pas forcément très chères et pragmatiques, on va être capable de prendre les actions nécessaires. Et pour parler en off, quand on a discuté de ce sujet avec le club digital, il y a un sujet qui est revenu, c'est l'acceptabilité des collaborateurs. On a beaucoup parlé des 19 degrés pour respecter le plan de sobriété énergétique, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui est de le faire passer ce message dans toute l'entreprise et d'avoir une adhésion. Donc, on se rend compte que là, on quitte un peu le sujet de l'environnement de travail avec un rôle plus politique, avec ce vrai besoin de communiquer, de faire de la pédagogie auprès des collaborateurs, et parce qu'il y a une certaine partie de la population qui va être en attente justement de ces solutions. Et c'est là où les DET doivent aussi répondre à cette demande qui est montante par rapport à tous les sujets
écologique. Et ça, c'était, comme disait Fanny, le monde pro rejoint le monde perso. Donc ça, c'est un vrai sujet à ne pas négliger aujourd'hui. Et on a pris un exemple très concret, c'est qu'il y a aussi régulièrement la différence entre ce qu'on va régler et donc à la sortie finalement de la bouche et ce qui va être vraiment perçu par le collaborateur. Et là aussi, des dispositifs qui sont mobiles permettent aussi d'avoir une donnée fiable, soit pour adapter côté GTB, soit pour prouver aux collaborateurs que les 19 degrés ou les 20 degrés qu'on a mis en place dans l'entreprise sont bien tenus. Absolument. Merci Guillaume. Et je rajouterais que c'est aussi un moyen de lutter contre les chauffages clandestins qui lutte un tout petit peu contre tout ce qu'on vient de citer, mais qui n'existe officiellement pas du tout, bien sûr. Samy? Oui, alors, je ne sais pas si c'était à moi, mais c'est pas grave. Donc, effectivement, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces solutions, elles peuvent être facilement mises en place. Toutefois, ça n'empêche pas de faire appel potentiellement à des services pour mettre en place du vrai energy management. Il y a des véritables stratégies à mettre en place. Donc, il y a les outils. Les outils sont là pour aider à piloter, à donner de l'information efficace qu'on peut ensuite collecter, puis en vue de mettre en place des plans d'action. Mais ces plans d'action-là, ils peuvent aussi faire l'objet de propositions qui sont faites dans le cadre de projets et de plans d'amélioration qui pourront d'ailleurs figurer dans le cadre du décret tertiaire. Aujourd'hui, donc il existe un certain nombre de nouveaux postes qui émergent dans les entreprises ou qui peuvent être externalisés au sein de prestataires de services. Les grandes majors de prestations de services aujourd'hui proposent ce type d'accompagnement. L'objectif, c'est de réduire évidemment les consommations énergétiques, mais pas seulement. Ça peut être aussi les réduire à travers non seulement, je dirais, la partie mécanique de la baisse des consommations, mais aussi la modification des usages. C'est un peu ce qu'évoquait tout de suite Guillaume à travers le degré perçu ou la sensation perçue, mais ça peut être aussi la manière dont on implique tout simplement les collaborateurs d'une entreprise à la recherche de l'atteinte d'un résultat. Il y a des startups d'ailleurs qui ont développé des solutions type, comment ça s'appelle, de challenge d'entreprise pour aider à aller vers ensemble réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien et qui peuvent être mises en place et qui peuvent être proposées par ces nouveaux services. Donc, sans faire trop de paraphrases, donc évidemment, ça passe forcément par une approche analytique dans quel état se trouve le parc immobilier. Là, les outils informatiques qu'on évoquait avant, ils viennent aussi apporter beaucoup d'informations, je dirais, indirectes sur l'état de santé. On évoquait les manières dont on va aller chercher de l'information de consommation plus ou moins en temps réel, analyse des factures. Mais aussi, il ne faut pas négliger, je dirais, la partie maintenance d'une solution. On connaît l'état de santé de certains équipements, être capable tout simplement d'anticiper et de regarder quel est leur niveau de performance, parce que c'est un impact direct sur les consommations. L'isolation, ça a déjà été traité tout à l'heure par Thierry, évidemment, c'est un levier assez évident. Mais effectivement, on voit aussi qu'il y a une partie anomalie qui est souvent importante. Et les outils qu'on évoquait tout à l'heure, ces plateformes qui viennent scanner et qui viennent analyser les consommations en temps réel, peuvent permettre notamment de mettre en évidence les anomalies de consommation qui peuvent être quand même relativement importantes, qui peuvent représenter jusqu'à 10 à 15% d'une consommation d'un bâtiment. Donc, ce sont des leviers qui sont importants à aller observer. Alors, bon, ça je l'ai déjà dit, la partie reporting énergétique, évidemment, si on veut mettre en place un plan de progrès, un plan d'amélioration et de réduction des émissions carbone, ça passe aussi par la mise en place d'un reporting suivi qui va être partagé à différents niveaux de l'entreprise, aussi bien évidemment les environnements de travail, mais aussi les représentants du personnel et évidemment la direction générale, puisqu'il faut impliquer toutes les parties de l'entreprise finalement dans l'atteinte de ces résultats. Puis évidemment, quand on fait appel à ce type de tiers professionnel, l'idée c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans une démarche de certification. Alors là, on évoque ici la norme ISO 50001 et il y a tous les je dirais que c'est un projet à part entière. Évidemment, ça nécessite d'être suivi au plus près. C'est pas forcément le travail du DET de le faire, donc autant s'associer les services de quelqu'un de compétent pour cela.
Tout à fait. Je rajouterai une chose également, c'est qu'en fait, les différentes solutions qu'on évoque n'ont pas le même coût, n'ont pas la même rapidité à se mettre en œuvre. Et quand on réfléchit à ce type de stratégie, il faut le penser sur plusieurs années. Et il y a des coûts très faciles, très rapides et qui peuvent apporter un retour en quelques semaines, voire quelques mois. Et certains autres, comme la certification, c'est minimum un an pour construire la certification dans son intégralité. Donc, il faut avoir une vision globale de l'exercice pour vraiment pouvoir apporter quelque chose et ne pas se faire bloquer dans sa démarche parce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas prévus. Il faut vraiment avoir une vision macro sur le sujet. Oui, tout à fait. Et Thierry, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu me disais que les energy managers, en fait, passé la phase d'audit, sont aussi capables finalement de se rémunérer sur une partie de la réduction énergétique qui va être réalisée pendant un certain nombre d'années et que passer un certain nombre qui a été mis dans le contrat, c'est un bénéfice direct après pour du coup le client final qui est le DET. Exact. Donc, quand on s'adresse à une entité externe qui propose ce genre de solution, ils font eux-mêmes l'ensemble de ces audits, etc. Ils font l'ensemble des calculs. Et globalement, le message est de dire, on prend 50% du bénéfice et on se paye sur ces 50% de bénéfices. Et au bout de 3 ans, 100% du bénéfice et donc de l'économie, c'est pour vous. Ils sont pas fous, hein. Ils vont faire tous les coups faciles et ceux qui coûtent le moins cher. Mais ça n'empêche que si on n'a aucune visibilité ou de compétences ou d'expertise dans le domaine, c'est quand même un très bon moyen pour commencer ce type d'approche. Je rajouterai également que l'ISO 50001 est également une très bonne solution en dehors de la question de la consommation en tant que telle, mais dans une démarche d'amélioration permanente, de qualification d'un niveau, d'améliorer et d'implication, d'amélioration, je dirais, et d'implication générale de l'entreprise. Une démarche type certification ISO 50001, c'est généralement très positif. Et là, on revient sur ce que tu disais, Samy, et Guillaume d'ailleurs, sur les salariés, sur embarquer tout le monde dans le mouvement, quoi. Voilà. Et par rapport à ça, on a Pascal qui, sur le chat, nous a partagé le lien pour un site qui regroupe en fait un concours d'économie d'énergie qui a l'air assez intéressant. D'énergie, on peut en parler ensemble si tu veux, Thierry, mais peut-être ce que je voudrais dire, c'est que, bon, évidemment, il y en a de nombreux, hein, on l'a vu, il y en a plus de 30, hein, c'est ce qu'on a pu regarder récemment en se renseignant sur le sujet. Plus généralement, évidemment, ça passe réduire sa facture, je dirais, au niveau quasi contractuel, ça semble être une évidence, mais c'est vrai que Fanny le disait en introduction, les coûts de l'énergie, ils s'envolent. Ce sont peut-être d'ailleurs presque plus les factures qui s'envolent plus que le coût de l'énergie en lui-même. D'ailleurs, on pourrait s'interroger en France sur quel est le véritable impact du contexte socio-économique sur le coût des factures. En revanche, les contrats ont été conçus de telle manière que le risque se situe à différents degrés et puis que les marchés d'énergie sur lesquels ils sont indexés sont assez différents. Donc, il est effectivement important d'aller, et c'est un quick win hein, évidemment, hein, d'aller regarder le contrat, sur quoi, quelles sont aussi bien les dates, hein, parce que les contrats ont parfois des dates, évidemment des durées, mais en fonction de la durée, ils peuvent être revus et facilement renégociés et remis en tout cas sur la table. Et évidemment, il faut aussi s'intéresser à la partie niveau de risque. Mais et je dirais que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si on a été impacté au niveau des coûts de l'énergie, il ne faut vraiment pas s'interdire à les renégocier, même si on n'est pas dans ces dates, en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de communications, y compris au niveau gouvernemental, qui sont faites pour aller inciter fortement les fournisseurs d'énergie à se montrer relativement coopératifs dans la rediscussion et la renégociation des contrats. Il faut savoir qu'il y a un accompagnement de la DRIETS, je ne sais pas comment on prononce ça, y compris pour les grandes entreprises, pour aider à assister en termes de modération entre les grands fournisseurs d'énergie et les entreprises pour les aider en cas de, si ce n'est litige ou en cas de difficulté à se faire entendre. Donc aujourd'hui, il y a un contexte relativement favorable à la renégociation. Et puis, il ne faut, à mon avis, pas perdre de vue que là, on est vraiment aussi bien sur la partie contrat d'énergie que sur la partie optimisation des consommations.
on est quand même sur la partie la plus facile à mettre en œuvre en termes de réduction des carbones. C'est-à-dire que là, on est encore à l'étape du choix de cette année de référence, pour ceux qui sont en déclaration décret tertiaire. C'est le moment le plus important, choisir une année où on n'était pas trop bon pour pouvoir ensuite mettre des plans d'action qui permettent d'avoir des résultats rapides. Donc là, c'est important de s'y coller parce qu'une fois que cette première phase, qui est relativement peu contraignante, va être mise en place et sur laquelle on a quand même beaucoup de bénéfices immédiats, après, les choses sérieuses commencent. Et je dirais que là, il y a quand même grandement intérêt à s'y coller et à s'y mettre relativement tôt, parce qu'après, ça va devenir beaucoup plus contraignant, et l'effort à produire pour arriver à atteindre les objectifs du régulateur vont être d'autant plus difficiles et d'autant plus coûteux. Voilà ce que je pouvais en dire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets facile. Ça va se compliquer. C'est vrai dans plein d'autres domaines, que ce soit la gestion d'un parc auto ou autre. Les réglementations telles qu'elles sont posées aujourd'hui nous imposent un état des lieux, puis une rampe d'amélioration continue avec des objectifs de gain ou de réduction assez importants. Mais pas du tout inatteignable dans la mesure où on est en mesure de prendre la chose dès le départ. Donc, rater le départ, qui est quelque part déjà lancé, c'est carrément pas une bonne idée, quoi. Donc, il faut vraiment s'en occuper. Je rajouterai deux autres choses. La première, c'est que classiquement, les contrats d'énergie sont des contrats de 2 ans. Donc, très souvent, quand vous négociez un contrat, vous allez vous retrouver avec un prix fixe ou avec de très faibles variations sur 2 ans. Si vous avez de la chance, vous négociez sur un creux et juste avant que le prix n'augmente. Si vous n'avez pas de chance, vous risquez de payer très cher pendant longtemps. Donc, à ce moment-là, il sera toujours temps de faire exactement ce qu'a dit Samy. Mais n'oubliez pas une chose, si vous payez pas cher et que le marché est très élevé et que vous êtes protégé par votre contrat, il y a une bonne probabilité que votre fournisseur d'énergie casse lui le contrat. Il ne faut pas croire qu'il va vous subventionner pendant très longtemps et que votre contrat vous protège ad vitam. Donc, il y a des cas assez connus aujourd'hui de fournisseurs qui ont carrément cassé le contrat, même des contrats nationaux, même avec des gros acteurs, en disant globalement votre prix n'est pas assez élevé, on casse ce contrat, le prix du marché il est 4 fois ce que vous payez, soit vous prenez ça, soit vous adressez à quelqu'un d'autre, mais nous on ne veut plus vous subventionner. Donc attention, regardez bien les dates de contrat, regardez l'écart entre votre prix et le prix du marché aujourd'hui et la tendance qui va avec. Ça vous donnera peut-être aussi une idée de ce que vous pourrez ou pas faire dans votre négociation. Voilà. Les brokers et les négociateurs peuvent être aussi une bonne option. Eux aussi font la démarche, j'ai oublié de le préciser, mais eux aussi font la démarche, en gros, on vous fait faire telle économie et on récupère un pourcentage de cette économie. Ça existe aussi. Et je rajouterai également, pour faire le lien avec ce que disait Fanny tout à l'heure, c'est que quand vous faites ce genre d'opération, vous pouvez aussi exiger d'avoir un pourcentage d'énergie en énergie verte, hydroélectrique, etc. Vous pouvez aussi exiger, et ça je le conseille fortement, d'avoir des accès à l'ensemble des données de votre consommation, ce qui va vous permettre de rejoindre ce que disait Guillaume tout à l'heure et de faire un post-traitement de votre donnée de consommation pour y trouver X solutions de réduction. Hop. Ah, je suis allé encore trop vite. Ah ben non, c'était bien. Bon. Désolé. Donc, en conclusion, on se rend compte que le digital est un accompagnement d'une problématique infiniment plus large, qui est l'énorme coût de l'énergie aujourd'hui. Et vu que c'est pas appelé à baisser, l'énergie s'entend, il faut s'attendre à ce que on ait tous l'obligation de traiter cette gestion de la réduction de consommation pour des raisons RSE, pour bref, tout ce qu'on a dit d'ores et déjà. Le digital est clairement un bon levier pour agir rapidement et faire des quick wins sur ce domaine. Donc, ce que nous vous conseillons très clairement, c'est de pouvoir
prendre la chose à bras-le-corps, de regarder, et soit de le faire vous-même, soit de vous appuyer sur des conseils externes, et à partir de là, de construire une stratégie sur 1, 2, 3 ans, sur un site ou tous vos sites, pour être en mesure de réellement construire une démarche d'optimisation, d'amélioration, et d'atteindre l'ensemble de ces objectifs dont on a parlé. Ça pourrait se faire sans le digital, mais ce sera probablement infiniment plus simple et plus efficace avec le digital. Et évidemment, ça demande des investissements, et plus l'énergie est chère, plus les retours sur investissement seront rapides, parfois en quelques semaines. Voilà. Et ben, ce que je vous propose, c'est d'attaquer les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Sur scène, parce que j'ai vu la question de Philippe Lec. Est-il obligatoire c'est obligatoire à partir de quelle surface? On l'a dit un peu plus tôt, c'est à partir de 1000 m². Oui, je voudrais préciser une chose, c'est 1000 m² à usage tertiaire. Si vous Oui. avez un usage mixte tertiaire stock, par exemple, l'exercice peut être un petit peu différent. Je rajouterai également que si vous avez un doute, il faut que vous regardiez votre bail. Au-delà de 1000 m², vous avez l'obligation d'avoir ce qu'on appelle une annexe verte, qui va justement couvrir la notion de partage d'informations avec le propriétaire ou du propriétaire vers le locataire, mettre en place des commissions de suivi des consommations et du traitement de l'optimisation, etc., etc. Donc, la démarche est strictement obligatoire à partir de 1000 m² à usage tertiaire. Le point, c'est que faites un tout petit peu attention, c'est que c'est 1000 m², mais si vos 1000 m² sont dans si vous avez moins de 1000 m², mais dans un ensemble qui, lui, fait plus de 1000 m² et qui est éligible, alors la surface de moins de 1000 m² est éligible aussi. Faites attention, notamment si vous êtes par exemple une banque et que vous avez des agences bancaires dans, par exemple, des grands centres commerciaux, ou vous avez des locaux comme ça dans des bureaux, dans des tours multi-occupants, ces bureaux vont probablement être totalement concernés par le sujet. Oui, je vois également une question qui circule sur la tolérance par rapport au Opérate, etc. De manière générale, alors Opérate, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la plateforme qui permet de faire les différentes déclarations liées au décret tertiaire. Aujourd'hui, il faut être conscient que tout ce qu'on a évoqué, loi l'homme, etc., sont des comment je dirais ça? Il n'y a pas de pénalité officiellement posée, et quand il y en a, elles sont relativement faibles. Mais rien ne dit, parce que les lois le présentent toutes comme ça, que cette situation soit appelée à durer. C'est-à-dire que, à une échéance qu'il plaira aux législateurs, on risque tous de se retrouver face à des pénalités et à des amendes à payer, parce que la facture d'électricité n'a pas baissé. Parce qu'il ne faut pas croire que la donnée, l'État s'en prive. Eux aussi ont l'information de combien vous consommiez sur l'année de référence et combien vous consommez aujourd'hui. Ils vont le voir. Donc, partant de là, les chiffres, ils les ont. Et s'il y a quelques bonnes dizaines de milliers, voire centaines de millions d'euros à récupérer dans le domaine, je serais très étonné qu'ils s'en privent. Concernant les audits énergétiques d'ADU, est-ce que c'est obligatoire tous les 4 ans? Est-ce qu'on a des infos? Là, par contre, je ne connais pas. Est-ce que l'un de nos joyeux membres connaît les audits énergétiques d'ADU? D-A-D-U-E. Oh, je vois le grand silence. Désolé, Madame Bonneau, mais j'ai bien peur qu'on soit un peu sec là. Ah, Damien? Non, juste pour te dire que je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Je suis senti un peu seul sur la question. Audit énergétique obligatoire. Alors, les audits énergétiques, oui, mais dans le cadre du décret tertiaire, d'ADU, c'est la norme. Bon, ok. Voilà, ça va un petit peu vite. D'accord. Bon, bah, il y a plein de choses qui apparaissent. Eh ben, je ne connaissais pas cette
cette abréviation. Donc, je ne sais pas répondre. Moi non plus, Thierry, mais en fait, en cherchant rapidement, je vois que c'est une réglementation qui vient de l'Union européenne et c'est quelque chose de relativement sectoriel, c'est-à-dire c'est santé, travail, transport, agriculture. Donc ça a l'air être relativement sectoriel, mais il faudra qu'on creuse. Je ne sais pas c'est le 9 mars 2023, donc c'est une transposition. Pas de réponse immédiate. Pas de réponse immédiate. Maintenant, il faut être clair qu'au niveau européen, ce qu'on a expliqué au niveau du tertiaire se retrouve dans plein de domaines et la logique de faire un état des lieux imposer des passages obligatoires tout à fait dans toutes les obligations, dans toutes les réglementations. Donc aujourd'hui, que ce soit spécifique, j'en sais rien, pour l'agriculture ou autre, la logique telle qu'elle est posée sur le tertiaire se retrouve dans plein d'autres domaines. En espérant avoir répondu à la question, même si on n'est pas super précis. Sur les tertiaires, ça fonctionne aussi, c'est lié au chiffre d'affaires, au conso. Alors sur les chiffres d'affaires, enfin sur le tertiaire, c'est plus lié au décret tertiaire. Par contre, il y a aussi une réglementation qui va arriver en 2024 pour un état des lieux et un affichage. C'est-à-dire en gros, toutes les entreprises, alors en fonction de leur chiffre d'affaires, etc., auront l'obligation de, alors c'est 4 lettres, CDRT, un truc comme ça. Je vais faire appel à la mémoire de nos amis pour être précis sur ce point. Mais l'idée générale est que toutes les entreprises auront l'obligation de faire un état des lieux de leur consommation énergétique et de leur impact environnemental au sens large, que ce soit une pollution des sols, etc. Et d'en faire un tableau de bord, de le communiquer à l'ensemble des actionnaires, à l'État, etc., et de mettre en place toute une série de chartes d'amélioration et d'engagement qui correspondent. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui va arriver. Là, ça va un petit peu vite pour le chat. Tolérance n'est peut-être que totale, car tous les décrets permettant de définir l'année de référence n'ont pas été publiés. C'est exact, mais il serait très étonnant qu'ils nous poussent la chose jusqu'en 2023 ou 2024. En fait, ils ont dit 2019, 20, 21, et les choix iront pas obligatoirement beaucoup plus loin que ça. Les chances d'optimiser n'importe comment, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il faudra démontrer une bonne fois si jamais on a une difficulté de cet ordre. CRDS, parfait, c'est merci, c'est gentil. Version plus contraignante, oui, nous sommes d'accord. C'est donc la norme européenne dont le décret européen, pardon, auquel je faisais référence, absolument. CRDS. Moi, je voudrais juste revenir sur un point qu'on a rapidement, et il y a aussi la taxonomie, oui. Je voudrais revenir sur un point dont on a assez rapidement parlé, mais qui est souvent un point bloquant. On en a parlé plusieurs fois dans d'autres webinars. La question de la propriété de la donnée est un vrai gros sujet, largement sous-estimé. Quand on est locataire d'un immeuble, on a accès uniquement à ces informations. Le propriétaire a accès à l'ensemble des informations. On a parlé tout à l'heure de l'accès aux informations de la GTB. Il faut être conscient que certains propriétaires ne vous donneront pas un accès gratuit, voire pas d'accès du tout à la GTB. Ce qui fait que vos possibilités d'amélioration ou d'optimisation seront très limitées parce que vous allez dépendre, dans beaucoup de cas, d'informations qui viennent d'un tiers, pas obligatoirement coopératif. Donc, ce qu'a évoqué Samy et ce qu'ont évoqué Samy et Guillaume sur la possibilité de mettre en place une solution digitale qui serait indépendante de ce que pourrait ne pas vous donner un propriétaire, en l'occurrence, est souvent un très bon moyen de contourner ce genre de difficultés. Donc, n'oubliez pas d'ajouter ce genre de choses dans votre bail. Toute donnée qui émane de vous vous devez être propriétaire de vos données, point. Et si c'est un employé de votre société qui ouvre une porte et qui déclenche un capteur et une information quelque part, cette information, elle vous appartient. Ça, il faut le marquer dans le bail, sinon
vous allez avoir des problèmes. Du nombre de déclarations d'été effectuées à ce jour, en mètres carrés, en pourcent de mètres carrés concernés. Non, je n'ai pas cette info. Est-ce que quelqu'un a l'information dans le club? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses parce que les échéances sont déjà arrivées, ils ont retardé 2 fois, je crois. Donc, ouais, sur Opérat, ça doit être indiqué. Je suis assez d'accord, mais je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, ils ont retardé 2 fois parce qu'il y avait un trop faible pourcentage de sociétés qui l'avaient fait et les premières versions étaient très compliquées. Et il y a eu aussi des phénomènes de saturation. Enfin bref, je passe les détails. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être à des pourcentages assez significatifs, mais je serais étonné qu'on ait dépassé les 50%. Je sais que la première fois, ils étaient à moins de 5%, je crois, donc la première échéance. Tout le monde ne se sent pas concerné. Je pense que le prix de l'énergie va faire que plus de gens vont se sentir concernés. Il y aura au moins un côté positif à cette affaire. Aussi, c'est vrai, beaucoup d'informations qui sont nécessaires hein, pour pouvoir faire ces déclarations-là. Donc ça, c'est aussi un facteur je dirais, de complexification, donc il y a un effet d'étonnement. Oui. Pour l'instant, le travail de digitalisation qu'on évoquait, Thierry, depuis le début de cette réunion, n'a pas été encore véritablement fait. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait être de l'ordre de la simplification, c'est-à-dire des données qui sont déjà digitalisées pour remplir comment s'appelle le formulaire La de déclaration déclaration Opérat. Opérat, aujourd'hui, c'est encore beaucoup de travail manuel effectué ou fait par des cabinets de conseil. Là, c'est vrai que ces outils qui amènent de la digitalisation, de la dématérialisation sont arrivés, sont en train d'arriver. Il y a encore un peu de collecte d'informations, mais tout ça va s'accélérer. On va voir dans les mois qui viennent une grosse accélération. Et puis, on attend toujours aussi que Opérat communique sur une véritable interface, un véritable API de télédéclaration, ce qui n'est toujours pas le cas. Là, on est encore sur des échanges de fichiers plats. Hein. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. Et c'est vrai que dès que ça va arriver, là, pour le coup, on va avoir une vraie facilitation. Je pense même que ça va rendre beaucoup de clients beaucoup plus autonomes sur le sujet. C'est exact. Et je rajouterais également que ceux qui n'ont pas lancé ou peu lancé ce genre d'opération devraient se tourner soit vers leur multitech ou vers des sociétés spécialisées, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de solutions sur le marché qui permettent de faire cette déclaration et quelque part de déclencher ce cycle. Parce que l'idée de la déclaration, c'est pas la déclaration en elle-même, c'est derrière de poser l'ensemble des échéances qu'on va se donner pour les différents gains qu'on cherche à obtenir. La rampe minimum, ok, mais ensuite de ça, dans la déclaration viennent les différents objectifs d'amélioration associés. Et ça, c'est un élément très stratégique dans l'amélioration de la consommation. Et les investissements qui vont avec, hein, parce que derrière, il faut du budget. Hein. Si vous décidez de refaire l'isolation d'un bâtiment, c'est pas donné. Hein. Vaut mieux mettre un capteur, c'est moins cher. Mais ça fait pas le même gain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai probablement raté, mais en tout cas, considérez que la démarche Opérat, c'est aussi à longue échéance un moyen pour l'État de pouvoir vous dire: «Vous vous êtes engagé à, vous avez réalisé ça, vous avez un écart entre les 2, boum, vous payez». Ce sera très facile pour eux. Voire automatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, il nous reste 10 minutes. Ce temps est pour vous. Allez-y. Il n'y a pas de questions idiotes, hein, c'est que les réponses qui le sont.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Bonneau. Il y aura demain, en plus des opérations sur Opérate, il y aura également des croisements avec d'autres éléments, comme par exemple votre consommation, la nature de votre consommation, etc. Votre opérateur d'énergie doit fournir ce genre d'informations également à l'État. Donc le croisement de données, oui, il va être fait très vite. Les informations sur l'agence de publication de l'arrêté climatique. Celui-là, je ne le connais pas. Je vais faire appel à un ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi le club digital qui connaît l'arrêté climatique? Bon, bah, a priori, il n'y a pas foule. Hein. Ah, Fanny, peut-être. Bon, bah, Fanny, il faut que tu montes et que tu nous expliques ce qu'est l'arrêté climatique, qu'on en sache tous un peu plus. Calculer l'écart sur les objectifs à atteindre. Ok. Vas-y, Fanny, explique. Je suis pas, je suis pas sûre de moi, mais parce que attends, j'étais en train de. Enfin, si je me trompe pas, c'est l'arrêté qui était en vigueur depuis le 14 avril 2021 et qui concernait l'exceptionnalité climatique. Mais alors, attends. Mais c'était quand même lié principalement à l'agriculture, non? Si je me trompe pas. Et aux dommages qui étaient subis suite aux différents changements du climat. Ok, sécheresse, etc. Ok, bon, c'est pour ça que je connais pas. Je ne crois pas. Ah. Parce que quand je cherche, je tombe principalement sur des sujets liés à l'agriculture. Alors peut-être qu'il y a différents. Non, je suis pas. J'ai pas trouvé autre chose pour l'instant. Ok. Bon. Faudra que je cherche en plus approfondi, mais il faudra prendre le temps de chercher pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Pas de souci. Bon, bah, désolé de cette réponse incomplète. C'est la modulation des objectifs à atteindre en fonction de la situation de l'immeuble sur le territoire. Ah oui, absolument. Ah, Donc, ok, non, j'ai pas cherché ça, ouais. Ouais, ok, ça je l'ai. Donc, pour tous, en gros, les modalités de gain et les objectifs de gain qui sont demandés, donc la version de rampe d'amélioration à minima, évolue effectivement si vous êtes à Nice ou si vous êtes à Lille ou à Brest. La position géographique ou à Cayenne, hein, mais la position géographique, évidemment, va vous amener des obligations qui vont être différentes et tout le monde comprend, ainsi que le législateur, que vos capacités de gain ne sont pas les mêmes dans un cas ou dans l'autre. Ça, c'est effectivement. Mais désolé, j'avais pas vu l'opération sous cet angle-là. Oui, absolument, ça existe. Nous sommes d'accord. Merci du point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 2 minutes, 3 minutes. C'est dans Opérate sur. Oui, c'est ça. C'est que quand vous dites je vais déclarer pour tel bâtiment à telle adresse, automatiquement les objectifs évoluent fonction de l'ancienneté du bâtiment, etc. Maintenant, il n'y a pas des évolutions majeures non plus. Hein. Faut pas vous dire si je suis à tel endroit, j'aurai rien à faire. Ne vous inquiétez pas. Il y a pas personne n'a rien à faire. C'est juste il y a des petites variations sur la rampe, c'est tout. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, je vous dirais de manière générale que l'eau.
Bon, je suis pas sûr d'avoir compris le commentaire. De manière générale, je vous dirais que le Club Digital a été très heureux de vous présenter ce webinaire. Nous avons rapidement compris qu'on est tombé à la fois sur le croisement de la question de l'obligation qui nous amène tous à devoir rapidement baisser les consommations et l'impact du digital. C'est un croisement entre les deux. On n'est pas dans des webinaires comme on a pu les faire par le passé, qui sont 100% axés sur une solution et une démarche purement digitale. Là, c'est le mix entre les deux, c'est l'apport du digital dans la démarche de réduction de consommation et les différentes solutions qui peuvent exister autour de ça. Il n'y a pas de solution monolithique. Il y a un panel de solutions qui peuvent exister et le digital est clairement un plus. Et c'est très souvent ce qui va vous permettre de dépenser le moins pour gagner le plus. Dans un premier temps, ça ne dure qu'un temps. Après, il faut n'importe comment faire les investissements lourds et c'est toujours malheureusement obligatoire. Merci à tous. Je vous propose d'arrêter le webinaire ici. Merci à tous pour vos questions. Merci aux membres du Club Digital pour leur participation particulièrement active. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonne soirée.